Madame, monsieur, bonjour, je suis Alexandre Durand-Chabert, votre commandant de bord. L'ensemble de l'équipage et moi-même avons le plaisir de vous accueillir à bord de ce premier podcast de 30 minutes. Merci d'avoir choisi Stackcast, le podcast qui vous fera découvrir les stacks des acteurs de la tech. Nous invitons à regagner votre siège et placer vos earpods sur vos oreilles. Monsieur Daniel Jarjoura, je répète, monsieur Daniel Jarjoura, fondateur et CEO de la société H2 Innovate, est invité à se présenter à l'équipage et de vider son stack devant tous les passagers. Veuillez attacher votre ceinture, le décollage est imminent. Ladies and gentlemen, please fasten seatbelt, it's gonna be awesome. Bonjour Daniel, Bonjour. écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir sur ce premier podcast. Voilà, je te sais doté d'une culture technologique immense. Tu as plusieurs casquettes, tu as eu plusieurs vies de chat, j'ai envie de dire. Tu es passé par un fonds d'investissement, tu as accompagné pas mal de startups, aujourd'hui tu accompagnes des corpos. Tu es prêt à vider ta valise devant tous les passagers là pour leur donner un peu des conseils, des tips? Absolument, je suis prêt à vider mon stack. Je trouve que c'est super malin de ta part de le dire comme ça. Il faudra peut-être déposer un trademark. Je pense que je vais la l'INPI tout de suite. Bon, écoute, on va partir sur des choses simples. L'idée, c'est de donner tout un tas de ressources aux gens ici pour carburer, pour aller beaucoup plus vite, soit dans leur métier, soit dans leur création d'entreprise, de projets, etc. Donc, on va être hyper concret. Je pense que les prochains podcasts vont vraiment être axés sur de la reco. Aujourd'hui, Daniel, ce que moi j'aurais envie de savoir, c'est quoi tes sources d'inspiration? Tu lis quoi? Tu fais quoi? Tu bois quoi en termes de bouquins? Tu utilises en général quel type d'app? Voilà, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu consommes? Alors, ce que je vais te raconter, c'est très lié à mon histoire et à mon métier. Mon histoire parce que je suis d'abord un geek. J'ai eu trois coups de foudre dans ma vie, les livres, les ordinateurs et ma femme. Heureusement, ça s'est fait dans cet ordre-là. Ouais, vaut mieux. Mais c'est vrai que j'ai gardé cette passion très forte et pour les livres et pour les ordinateurs, et notamment les ordinateurs, j'en ai fait ma formation initiale, je suis ingénieur en informatique, et surtout, c'est au cœur de mon activité aujourd'hui, que ce soit dans les startups que j'accompagne au cœur de l'EPITA, l'école d'informatique où j'enseigne, ou au cœur des préconisations et des formations que je donne aux corpos. Sur ton parcours, justement, en fait, au départ, bon, t'as fait l'EPITA, donc c'est ça. C'est ça. Après, tu as intégré assez rapidement un fonds d'investissement, à Volta, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Non, Ce c'est pas qui s'est ça? passé, c'est que c'est vrai que j'ai bougé d'endroit au début de ma vie. Je suis né, j'ai grandi en Guadeloupe. Ensuite, je suis parti au Liban parce que mes parents sont d'origine libanaise. J'ai fait une partie de mes études là-bas. Et ensuite, je suis arrivé à Paris et j'ai fait mon école d'ingénieur à l'EPITA. Et lorsque je suis sorti de l'EPITA, donc j'ai eu une bonne formation de geek, hein, j'ai codé pendant 3 ans, j'ai adoré ça. Mais mon envie, c'était de bosser plus sur l'usage des technos que sur leur développement à proprement parler. Et donc, ma toute première partie de carrière, qui a duré à peu près 7 ans, et était en tant que responsable innovation, product manager. Donc, mon job pendant ces 5 années et demie dans cette entreprise américaine, c'était de pitcher des idées en interne, récupérer du financement, et développer les idées jusqu'à la première vente. Et tu t'es auto-formé? C'est là où tu as commencé à Alors, utiliser tout un tas d'outils? effectivement, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser déjà à des pratiques. C'était ça mon premier intérêt, c'est comment je fais pour développer un produit innovant. Et c'était en 2008-2009, donc c'était les tout débuts de l'agile. Le bouquin Lean Startup n'était pas encore, Ah bah oui, non, ouais. sorti, on ne parlait pas encore de design thinking, pas encore de design sprint. Donc j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. Ok. Ça a coûté très cher à l'entreprise, mais elle se porte très bien aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Et par contre, moi j'ai énormément appris. J'aime bien appeler ça mon MBA à $1 million parce que c'est à peu près le montant des fonds que j'avais levés en interne. Et donc j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser aux pratiques de gestion de projet, aux pratiques d'innovation. Lorsque l'entreprise dans laquelle je travaillais s'est fait racheter, j'ai
j'étais pas super content du nouveau management. Ça arrive souvent quand c'est un fonds d'investissement qui rachète une entreprise. Et donc, c'est à ce Alors, moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux startups. Comme j'étais prof à l'EPITA, j'ai proposé à l'EPITA de monter un incubateur. on est en 2010 là, c'est On est ça? en 2013. 13, On ok. est en 2013, fin 2012, début 2013. Et puis, tu as dit OK, Banco. Et je lance Startup 42, qui s'appelle aujourd'hui le Startup Lab. Mais à l'époque, Startup 42, c'était un des premiers accélérateurs de Oui, qui était startups en France. avant, enfin pas. On ne va pas les citer, mais oui. Ouais, voilà, ou pendant quoi. Donc, là, c'est le deuxième accélérateur. Donc, quand je commence, et c'était un accélérateur de formation pour moi, parce qu'en échangeant avec toutes ces startups tech, j'ai dû, moi, m'auto-former à tous leurs concurrents. Puis tu t'es formé avec elle aussi. Et je me suis formé avec elle. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir les accélérateurs américains, Y Combinator, Techstars. C'est là que Effectivement. et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à plein d'applis différentes et surtout à les télécharger et les utiliser. Donc, pour revenir à ta question initiale qui était est-ce que tu peux vider ton stack, mon stack il est très chargé, Ok. il change beaucoup parce que je passe mon temps à dénicher des nouveaux outils, les tester, les expérimenter et derrière soit les garder, soit les mettre de côté. Ok, aujourd'hui, tu as ta boîte, ça s'appelle H2 Innovate. Ton passé d'invest et de startup, il est plutôt mis de côté. Aujourd'hui, tu te consacres essentiellement à accompagner le corporate, c'est ça? Absolument. Et même plus précisément, au cours des 12 derniers mois, j'ai vraiment resserré l'accompagnement sur recruter, développer et manager les talents 21e siècle. Donc pourquoi? Parce que l'accélération technologique qu'on est en train de vivre, dont mes confrères informaticiens sont les principaux responsables, elle chamboule profondément les entreprises. Déjà parce qu'elle chamboule le recrutement des talents. Surtout si on veut recruter des développeurs, ça c'est une autre histoire. Mais elle chamboule également le principe même de compétences, d'évolution des compétences, de comment on forme, à quel moment on forme, et derrière, au niveau management, comment on manage ces nouveaux talents à l'époque de Uber, Netflix et consorts. Les 21e, nouvelles compétences du 21e siècle, ça paraît comme ça hyper générique, mais ce que je peux dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que Daniel, on s'est connu quoi, il y a 3-4 ans à peu près, et je cherchais quelqu'un qui pouvait, ou une boîte qui pouvait former sur des outils, voilà, sur des tools, sur des apps, sur des softs, comment utiliser de manière efficiente un Mailchimp, comment faire. Voilà, et j'ai trouvé personne, quoi. J'ai juste trouvé ta boîte à l'époque, et tu étais l'un des rares prestats qui formait sur des outils comme Slack. Absolument, que j'utilise pour le coup. Donc, stack. voilà, ton stack, quand on parle de compétences du 21e siècle, on parle d'une certaine culture que tu partages avec ces corpos, d'outils que tu essayes de mettre en place chez eux, c'est ça? Absolument, sachant qu'il y a quand même une sorte de dichotomie, si c'est même pas une paranoïa, entre les stacks startup, où une startup entre guillemets standard de 10 personnes va avoir, je sais pas, une trentaine d'outils dans leur stack, alors qu'un corpo reste encore sur un mode informatique à l'ancienne avec Microsoft, Oracle, SAP, et si on arrive à utiliser une appli par-ci par-là, c'est le bout du monde. Oui, sachant que le stack d'une startup, c'est une brochette d'abonnement qui coûte quand même assez cher quand on est assez fanat comme ça, ou quand une startup déploie tout un tas d'outils, au final les abonnements ça représente un coût, et alors que les corpos eux ont les moyens de faire des brochettes d'app comme ça et de les installer, et finalement on conserve des outils assez classiques, quoi. Parce que en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Il ne faut pas comparer les 30 abonnements à 30 € par mois d'une startup avec Oracle et SAP. Il faut les comparer aux équipes d'informaticiens et les prestats qu'ils emploient pour sélectionner, concevoir, implémenter et maintenir ces applications métiers. Et donc, une startup n'a pas d'informaticien. Bien sûr, pas de SI ou pas beaucoup. Ils n'ont pas de DSI, ils n'ont pas de gens qui s'occupent d'installer des apps. Tout ça se fait assez naturellement, de manière interne à l'équipe. Donc aujourd'hui, toutes ces applis SaaS, elles rendent des services, mais surtout, elles débarrassent les startups qui sont des PME d'avoir des prestats ou des informaticiens en interne. Ok. Alors avant de partir sur les recos purs et durs, je vais te demander un truc que je demanderai aux prochains invités, c'est de me montrer et de nous laisser ton home screen d'iPhone. Je vais le décrire, et puis je le partagerai dans le médium que je ferai à la fin. Alors qu'est-ce que tu as? Donc tu as les applis classiques, ok, du Google Calendar. Oui. Ok, donc un calendrier, c'est vrai que c'est une appli
C'est une appli un peu stratégique. Il y a énormément d'applis qui tournent autour, donc c'est intéressant de voir que tu passes par Google. Swarm, je connais pas Swarm, S-W-A-R-M. Alors, Swarm, est-ce que tu connais Foursquare? Oui, oui, Donc, oui. Foursquare, c'est un Qui n'est ancien pas très réseau très social. développé en France. Il n'est pas très développé en France. C'est un des tout premiers Mm. réseaux sociaux dédiés à la localisation. D'accord. Et donc, ils ont deux applis. Ils ont Swarm et Foursquare. Ok. Foursquare, c'est la liste. Ouais. Et Swarm, c'est une appli de. La liste de check-in. quoi, Swarm? C'est la liste d'endroits. Ah oui, Donc, sur Foursquare, ouais, bien sûr. sur Foursquare. Oui, oui. Et Swarm, Mm. c'est une appli de check-in. D'accord. Et donc, avant que Facebook, par exemple, propose de faire des check-in dans des endroits, et donc moi, j'aime bien être maître de mes check-in. Donc, j'ai pas envie que Google passe son temps à me check-in un peu partout, et derrière me dise, ah, je sais où est-ce que tu es passé. Ah oui. Donc, je désactive sur Google, mais par contre, j'ai quand même envie de me souvenir ce super restaurant italien au détour d'une rue que j'ai oublié parce que j'y étais il y a 2 ans. Je retourne sur Swarm, je tape resto italien, je vois la date et je le retrouve. Et donc, Ok. Swarm, c'est une appli que j'utilise très régulièrement pour me check-in. Ok, alors qu'est-ce que tu as d'autre? Slack, évidemment, Dropbox, Citymapper. Alors, Citymapper. Citymapper, ça c'est une appli pour les gens qui habitent dans les grandes métropoles, hein, Ouais. Paris, Londres, etc. Donc, comme tous les Parisiens, j'ai malheureusement abdiqué et vendu ma voiture. Et j'utilise entre autres les transports en commun. Ouais. Et Citymapper, c'est une appli que j'utilise quasiment tous les jours. Ok, bon, Dashlane. Dashlane, Alors, Dashlane, c'est une startup française, Voilà. ça fait partie de licorne française, Mhm. même s'ils ne sont pas dans le Next 40. Ils ont fait une levée de fonds récemment de 100 millions de dollars aux US. Et surtout, c'est une appli, là encore c'est lié à la privacy, c'est une appli qui me permet d'avoir des mots de passe super compliqués pour chacune des applis que j'utilise et de ne pas forcément avoir à m'en souvenir. Ok. Wunderlist, le to-do list Qui va disparaître. qui va disparaître, ouais. Qui a été racheté par Microsoft et C'est Microsoft ça. Ok, le faire disparaître. ok, super. Bon, super intéressant, merci à toi. Donc ça, hop, on le partagera sur le petit billet. Maintenant, si moi je te demandais en ce moment 3 apps en dehors de celle-ci, que tu aurais vraiment envie de faire découvrir aux gens parce que tu les utilises au quotidien ou parce que vraiment elles te paraissent indispensables, qui te viennent à l'esprit. Alors, il y en a 3. Et en tout premier, la plus évidente, c'est LinkedIn. Ouais, LinkedIn, absolument. c'est Ouais, très puissant. très probablement l'appli que j'utilise le plus après mes emails. Et je passe beaucoup de temps sur LinkedIn parce que c'est comme ça que je partage du contenu déjà. Mhm. Donc LinkedIn est mon canal principal de partage de contenu. J'utilise un petit peu pour acquérir du contenu, mais vu que c'est fait de manière un peu bordélique et que leur algo est pas super incroyable, Mhm. je ne l'utilise pas comme source principale d'information, et par contre c'est ma source principale de diffusion de contenu et surtout ma source principale pour contacter des gens que je ne connais pas encore et trouver des clients. Ok. La deuxième appli que j'ai envie de faire découvrir, c'est... Juste pour LinkedIn, tu as avec l'abonnement full Alors, premium. j'ai pris l'abonnement premium. Sales, c'est ça que C'est le moins cher, donc ouais. c'est un abonnement à 50 € Ah par oui, mois. donc c'est pas le. Ok, c'est entre deux, ouais. C'est ça, et c'est le LinkedIn Premium. En plus, puisque c'est salopard, ils ont rajouté plein de limitations. Donc maintenant, on est même limité au nombre de recherches qu'on fait. Donc moi, je suis vraiment obligé de payer le truc. Ouais. Ça me sert énormément, donc mine de rien, ça aurait été 30 €, j'aurais pas râlé, mais 50 €, je les amortis quand même. Ok, donc comme canal de distribution de tes contents. C'est et c'est comme ça que je prends des clients. Ok. Et la deuxième? Alors, j'ai une deuxième appli que je trouve super intéressant qui s'appelle Virtuo. Virtuo. Est-ce que tu connais Virtuo? Non. Alors, Virtuo, c'est pas tout à fait une appli, Ok. c'est un service de location de voiture. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je suis parisien et je n'ai plus de voiture, mais par contre, ça m'arrive très régulièrement de devoir louer des voitures pour faire des déplacements. Et Virtuo, c'est une agence de location de voitures sans agence. D'accord. Donc, c'est une appli que tu télécharges. Une fois que tu fais ta location de voiture, tu télécharges la clé. Tu arrives devant la voiture. En NFC, tu ouvres la porte, c'est ça? En Bluetooth. En Bluetooth, ok. C'est du Bluetooth, donc il faut que le Bluetooth soit activé. Super. Il t'envoie les indications de où est la voiture. C'est pas de l'autopartage. Donc, c'est des voitures qui sont récupérées, qui sont lavées. C'est comme un peu Amazon, pas Amazon, pardon, le Hertz qui fait ça. Où Exactement, sauf qu'il n'y a vraiment pas d'agence. Ok. Ton permis, tu le mets une seule fois et c'est ultra simple et c'est vraiment Super. tout ce que j'utilise. Et c'est une boîte quoi qui est lancée C'est depuis française. Ouais, c'est longtemps, ça C'est fait une longtemps boîte qu'elle est sur. qui a
4-5 ans maintenant. Ouais, d'accord. Donc, Zero Day, c'est pas la petite startup qui vient de c'est pas du tout commencer une où petite on est tous startup. bêta-testeurs. Ok, d'accord. C'est vraiment. Ils sont dans 6 ou 7 villes en France, ils sont à Ok, super Londres. mature. Ok, nickel. La troisième? La troisième que j'utilise pas mal et que je trouve être intéressant et qui est un sujet de réflexion, Ouais. c'est Coinbase. Ouais, alors ça, c'est de la crypto-monnaie, c'est ça? Exactement, c'est de la crypto-monnaie. Donc, Je te sais très grand fan de tous ces je sujets, suis blockchain. absolument, ouais, absolument. Tu reviendras, on fera un podcast là-dessus. Je suis fan de crypto depuis 2014, où j'ai Ok, commencé à faire du mining ouais, et mettre en place mes premiers rigs de mining. ok. Alors, je ne suis pas un multimillionnaire en crypto, même si j'en connais plusieurs. Mais par contre, ça m'amuse beaucoup de suivre l'évolution de ce marché. Hmm, Et il y a une manière ultra simple de le faire, qui coûte un peu d'argent parce que Coinbase, ils prennent des ouais. frais. Mais par contre, ça me permet d'acheter des cryptos, de suivre leur évolution. Et donc, c'est une appli que je consulte et que j'utilise régulièrement. Ok, super. Je vois que le temps file, que le quart d'heure est quasiment consommé et c'est juste pas possible de couper comme ça. Comme il nous reste 15 minutes ensemble, ce que je te propose, c'est de continuer sur les bouquins. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que moi j'appelle des epiphany books, c'est des books qui d'un seul coup, tu les lis, tu te dis, mais c'est bien sûr. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en ce moment sur le développement personnel. Je sais que tu lis pas mal tu lis en général tout un tas d'ouvrages. Pour toi, tes trois bouquins du moment à connaître, que ce soit pour une start-up, un créateur, un corpo, sur des méthodes Ouais. ou autre chose. Tu fais bien de me limiter parce que sinon, Ouais, trois, hein, c'est j'ai ouvert ta boîte de Pandore. exactement et j'aurais pu en faire une journée dessus. Alors, il s'avère que cette liste, je l'ai parce que chaque année à Noël, Mhm. au lieu d'envoyer une carte de vœux à mes clients, j'envoie des livres. Oui, je sais, très bien, c'est bien vu. J'envoie des livres et il y en a que j'offre très régulièrement. Ouais, Le livre que j'ai le plus offert à mes ouais, clients s'appelle Work Rules, ok. qui a été écrit par Laszlo Bock, qui Rock est Rose, ok. il n'a pas été traduit en français. Mhm. Laszlo Bock, c'est l'ancien DRH de Google. Ok, Et donc, il détaille dans ce bouquin toute la philosophie, les outils et les pratiques mhm. ressources humaines de Google. Ok, Et pour moi, ce livre, il est déjà, je pense que tous les DRH et les directions de formation doivent le lire, ok, même si on n'est pas d'accord. ok. Mais en plus, c'est un bouquin qui a vachement résonné chez moi, Mhm. parce que Google, c'est la boîte d'ingé Mhm. par excellence. Mhm. Et quand des ingés s'intéressent aux ressources humaines, Mhm. ben, moi, ça me parle vachement puisque je suis un ingé Mhm. qui m'intéresse aux ressources humaines. Donc ça a beaucoup résonné et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions super intéressantes, notamment sur l'utilisation de métriques Mhm. et d'analytics dans la pratique ressources humaines. Ok, Le deuxième bouquin qui, moi, m'a beaucoup intéressé récemment et plutôt à titre personnel, mhm. c'est $1 million, One Person Businesses. Ok. Là encore, c'est un bouquin qui n'a pas été. Récent ou pas? C'est un bouquin qui est sorti en début d'année, début Ok, 2019. intéressant. Et qui a été écrit par une journaliste américaine. Mhm. Alors, il s'avère qu'il y en a un deuxième qui est sur le même sujet, qui est sorti à peu près en même temps, Mhm. qui s'appelle Company of One. Mhm. Et donc ces deux bouquins traitent du même sujet, qui est comment créer une entreprise Mhm. unipersonnelle Mhm. qui ait un chiffre d'affaires et un revenu équivalent à une PME. Et Ok. donc sur $1 million, Ça va intéresser beaucoup de monde. One Person Businesses, notamment Ouais. le postulat de base de ce bouquin, c'est il y a plus de 30 000 entreprises aux États-Unis Ouais. de une personne qui gagne plus de $1 million par Ok. an. Indépendant, freelance, tout ça? Et donc, ces gens-là, c'est Mm. des gens qu'on appelle indépendants freelance, sauf Mm. que les mots indépendant et freelance ont une Ah connotation bah ouais. galère. Ouais. C'est quand tu es indépendant freelance, Ça renvoie à quelque chose de particulier. c'est soit parce que tu En tête. n'arrives pas à trouver un vrai boulot, Ouais. soit pour les plus jeunes Ouais. parce que tu as envie de passer la moitié de l'année à C'est comme ça que c'est perçu, quoi. Ouais. Exactement. Alors que moi, je suis intimement persuadé que des entreprises unipersonnelles, notamment grâce à Ouais. l'automatisation et la puissance des applications, peuvent permettre à une personne d'aller chercher des chiffres d'affaires. Alors, le $1 million, c'est juste un chiffre qui ancre l'esprit, mais en tout cas, des chiffres d'affaires à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ok, super. J'ai droit à un troisième. Un troisième, vas-y. Je sais que le temps file. Un troisième livre récent qui, moi, m'a aussi beaucoup intéressé. Il s'appelle AI Superpowers, China, Silicon Valley and the New World Order, qui a été écrit par Kai Fu Lee.
Ok. Kaifouli, c'est, je pense, le venture capitaliste le plus important en Chine. Ok. C'est l'ancien patron de Microsoft Asie et de Google en Chine. Ok. Et c'est un ancien chercheur en intelligence artificielle. Mhm. Et donc, ce qui est décrit dans ce bouquin, c'est les avancées chinoises en intelligence artificielle et pourquoi, selon lui, la Chine est le pays le plus armé pour devenir le maître du monde grâce à l'intelligence artificielle. C'est un bouquin qui est fascinant, qui fait un peu flipper. Qui a une conclusion qui sert à rien parce qu'il essaie de nous rassurer en disant si vous inquiétez pas, ça va bien se passer, alors que lui-même il n'y croit pas trop. Ok. Mais par contre, c'est vraiment une ouverture d'esprit assez incroyable sur la Chine, d'un point de vue de l'intelligence artificielle et de la technologie. Ouais, ils sont très très en avance. Et je pense que c'est important, même quand on est en France et qu'on bosse avec des Français, de s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Ok, et pour finir, Daniel, on va parler du stack métier, c'est pourquoi j'imagine les gens nous écoutent ici. Donc, est-ce que tu es prêt à partager ton stack métier? C'est-à-dire aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as eu auparavant une entreprise avec plusieurs salariés, aujourd'hui, tu as une entreprise nomade, décentralisée. Tout ça, c'est possible grâce à l'utilisation d'app. Tu peux nous en dire plus sur ce stack? Oui, bien sûr. Alors, je vais partager très rapidement quelques outils. Bien entendu, le plus important, c'est WeWork. On est à WeWork aujourd'hui. C'est ce que j'utilise pour quand j'ai besoin de bureau. Alors, c'est vrai que j'ai un abonnement nomade, donc ça existe sur WeWork. Ils ne le mettent pas vraiment en avant. Pour le prendre, il faut aller sur Écoutez bien, attention, info. il faut aller sur un site US de WeWork et prendre un abonnement pour une personne. Ça coûte 45 $ par mois et ça donne accès à un jour par mois dans un des WeWork dans le monde. Et ensuite, derrière, on peut louer soit un poste de travail à la journée, soit une salle de réunion à la demi-heure. Ça, c'est un plan, mais de ouf, j'ai envie de dire. Ouais. Ensuite, mais ça marche dans toutes les villes où il y a WeWork. Ensuite, j'utilise Conto, qui est une des banques pour entrepreneurs. Il y en a d'autres comme Shine. J'utilise Allen pour l'assurance, ouais. et la mutuelle. Ils ont un super workflow. Super expérience client, ouais, c'est clair. J'utilise également des outils pour externaliser certaines prestations. D'accord. C'est par exemple Malte, Crème de la Crème. Ouais, ok. Donc c'est des plateformes qui me permettent de trouver des experts sur des sujets très très pointus quand j'ai besoin de renforts, même si j'ai mon propre réseau de partenaires, mais quand j'ai des besoins de petits renforts et je ne les ai pas tout de suite, ça me permet de trouver quelqu'un assez rapidement et d'être très agile pour répondre aux demandes de mes clients. Et tu trouves pas qu'il y a la somme de tous ces abonnements, ça représente quand même un petit budget, quoi. Moi j'ai fait la somme de tout ce que j'utilisais, ça monte vite, quoi. Un Typeform, etc. Ouais. Absolument, alors ça monte assez vite. Mine de rien, j'arrive à rester en dessous de 150 € par mois. Ok. Donc ça me coûte moins cher que même un informaticien sur une demi-journée par mois pour gérer ça pour moi. Et derrière, sur tout le reste, ça me permet d'être plus flexible et d'économiser énormément en termes de coûts sur des collaborateurs et autres. Donc l'un dans l'autre, même si c'est un certain coût, on reste, en comparant ce qui est comparable, on reste beaucoup moins cher que si on devait avoir une équipe complète avec une DSI et des gens qui s'occupent que des outils. Ok, donc ça c'est ton stack métier actuel. T'as un stack perso, c'est-à-dire des choses que tu utilises juste dans le cadre privé. Moi je sais par exemple que j'adore iPhoto parce que j'arrive pas à gérer le stock de toutes mes photos depuis plusieurs années. J'aime bien cette appli. Est-ce que tu as voilà, une app un peu personnelle que tu utilises? Alors, oui, j'en ai. Foursquare, t'étais dessus à un Non, moment donné? Foursquare, effectivement. Mais j'adore toutes les applis de livraison. Alors, c'est pas super écolo-friendly, mais Le j'aime delivery bien, comme ça, quoi. Ouais. absolument, mais j'aime bien les tester. J'ai testé récemment Épicerie, Ok. qui va me chercher de la viande chez le boucher qui est pas loin, du poisson chez le poissonnier qui est pas loin. Donc quand j'ai pas forcément le temps de faire un détour de 1 km pour passer chez ce super poissonnier qui est super bien, je fais un petit coup d'épicerie et il va le chercher à ma place. Effectivement, c'est pas top en termes de développement durable, mais par contre, Ça peut te sauver la mise quelquefois, quoi. Ça peut sauver la mise quelquefois. Ok, super. Écoute, Daniel, un très grand merci pour avoir été ce premier invité.
Je te réinviterai si ça te va Avec bien. plaisir. Tu as énormément de choses à partager. Les prochains podcasts et tous les podcasts seront disponibles sur stackcast.com. Vous retrouverez les médiums, évidemment, tous les podcasts eux-mêmes. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur la page Facebook Stackcast qui est créée à cet effet. Et je vous dis à bientôt.